Bienvenue, welcome, merci et bienvenue tout le monde. Thank you so much for joining us. Merci infiniment d'être avec nous pour cette conversation avec Pedro Tarak sur les régions et le commerce international pour le bien commun. Je m'appelle Kate McKenzie, je serai modératrice aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous ici en France. J'habite au Canada, dans un territoire autochtone dans la ville de Calgary. Je suis consultante chez Aya Consulting et je travaille avec des organisations, des associations et des peuples pour favoriser la croissance. Quand je ne fais pas ça, je suis également co-directrice du Secret Marathon Film, un film qui sera diffusé ici pour la première fois en France demain. Et je suis ravie que vous puissiez le voir. J'ai donc le Secret Marathon et j'ai également dirigé la série de courses de marche Secret 3K qui se déroule dans 27 pays pour promouvoir l'égalité des sexes. On a avec nous Pedro Tarak qui a créé un mouvement qui fait avancer les écosystèmes favorables pour une transition juste. Et il a également créé RITA, la Regional Impact Trade Alliance. Il a créé Impact Trade à Santiago et a investi dans plusieurs entreprises à impact telles que Goyaki, une boisson énergétique durable à base de maté. Il est conseiller au sein de nombreuses entités. Bienvenue, Pedro. D'accord. So today we will be Aujourd'hui, nous utiliserons Slido pour les questions. Donc, veuillez prendre quelques instants avec nous. L'écran vous affichera un code QR et vous n'avez qu'à saisir le code 17189667 to join us. si vous avez besoin de nous rejoindre via le site. Alors, Pedro, j'aimerais que notre public vous connaisse un petit peu mieux. Le thème, c'est le contretemps, off-beat. Et j'avais quelques questions pour vous, Pedro. Si vous pouviez dîner avec une figure historique, quelqu'un qui soit un peu à contretemps, qui ce serait? Oh, other way. There you go. Thank you very much for that question, and great to be Merci pour cette question. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. with our ancestors. Je pense toujours à mes ancêtres. Donc, tout d'abord, j'aimerais vraiment rendre hommage à nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils ont partagé avec nous un monde incroyable. Et l'un de nos ancêtres, c'était Socrate. Et pour moi, c'est probablement l'une des personnes avec qui j'aurais plaisir à dîner, avec une conversation incroyable, parce qu'il y a tant de questions à lui poser. Et c'est ce que j'aime. Il a posé tant de questions. Si on y réfléchit bien, Socrate posait des questions, pas dans l'acropole, mais au sein des marchés, pas au sein des arènes du pouvoir, où les gens se trouvaient pendant les échanges commerciaux. Et c'est ça qui m'a, en tant que personne, conduit à vouloir améliorer le potentiel des marchés pour l'échange, pour l'intégration, pour la création de valeur, faire du commerce, trouver des solutions. Et ça a toujours été le cas pour moi. J'adore. On va avoir de belles conversations si vous aimez les questions telles que celles de Socrate. J'ai une autre question pour vous. Y a-t-il un lieu ou une activité non conventionnelle qui vous inspire et inspire votre créativité, Pedro? Alors, si je devais en choisir une, précisément, pour moi, c'est vraiment la montagne. Les villages autochtones entourés de montagnes et les 2300 mètres d'altitude dans le nord-ouest de l'Argentine, dans les Andes, donc au-dessus du niveau de la mer. J'y vais régulièrement tous les premiers jeudis de septembre et j'y reste
Après le dîner, le dimanche, on rencontre des gens sans trop savoir pourquoi. On se rencontre, on se réunit pour avoir des conversations. Des gens qui viennent des quatre coins du monde. Personne ne sait qui ils sont. Personne n'y va pour se réunir. Imaginez aller à un endroit sans savoir pourquoi. Imaginez, on n'a pas d'ordre du jour. Et en plus, il n'y a rien à payer. Personne qui vous a invité. C'est un peu comme un blind date. Un rencard sans savoir à qui on a donné rendez-vous. Ne pas avoir à rendre de compte. Imaginez y aller et les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe à votre avis là-bas? On lève la main et on dit « je veux parler de ça ». Et là, on a 20, 30, 60 personnes qui sont sur les places de marché et qui se disent « OK ». Et c'est ce groupe-là dit « OK, on va dans la montagne ». Ils trouvent une petite gorge et ils y vont, ils en parlent. Et quelqu'un d'autre lève la main et dit « oh, moi, je veux parler de ça ». Ça peut être des conversations sur le retour sur investissement, l'économie, la vie après la mort, n'importe quoi. Ça peut être vraiment une myriade de sujets. Mais il y a pour autant 3 principes. Tout d'abord, la valeur de la solidarité qui doit prévaloir sur la valeur du fait d'être en accord sur les idées. Deuxième principe, on s'engage à utiliser l'énergie que l'on partage, celle que l'on a ici, et on essaie d'éviter l'énergie ici qui provient de la tête, du haut du corps. Le troisième principe, on doit sérieusement s'engager pour améliorer et pour offrir une conversation de qualité, parce que personne ne vous jugera. Il faut s'auto-observer au cours des discussions que vous avez. Et le nombre de résultats que l'on obtient a posteriori, sans y avoir même pensé, sont énormes. Des entreprises qui ont été créées, bien entendu holistiques, ces entreprises, et sous-tendues par l'impact, parce qu'on interagit avec ces gens. 2 fonds ont été créés, à nouveau des fonds à impact. 3 mariages ont découlé de ces rencontres. Et oui, ça me parle. Vous me racontiez ça, vous me parliez de cette idée, et je me suis dit, vous le savez, Pedro, moi je suis mariée depuis 10 ans. Et je me dis que la seule raison pour laquelle nous sommes mariés depuis 10 ans, c'est parce qu'on s'est engagé à continuer à avoir ces discussions, même quand on n'était pas d'accord. Donc j'adore ce premier principe, s'engager et à continuer la conversation, même quand on n'est pas forcément d'accord. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, combien d'entre vous, levez-vous, est-ce que vous connaissez B Corp? Levez-vous si vous connaissez B Corp. C'est le moment également, si vous voulez vous détendre un peu, vous dégourdir les jambes, vous pouvez y aller. D'ailleurs, il y a un stand là-bas, B Corp. C'est une nouvelle identité d'entreprise avec un système différent dans l'objectif de faire le bien ou d'avoir un impact sur l'entreprise et l'environnement. Et la raison pour laquelle on génère des bénéfices. C'est une identité qui nous aide à mesurer l'impact d'une entreprise de la même manière que l'on mesure les impacts financiers. On regarde également ses résultats et à partir de ce moment-là, on est en concurrence. C'est un nouveau système économique. Bref, la communauté B Corp de Caracas a été créée là-bas parce qu'il y avait des gens de Caracas au sein de cette réunion et personne ne le savait. Il y avait certaines personnes qui étaient là et qui venaient du monde B Corp dans d'autres pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, vous êtes bienvenus, mais personne ne vous invite. Donc, vous avez tout à fait le droit d'y aller. Et vous pouvez parler la langue dans laquelle vous voulez parler. À un moment, il y aura peut-être un groupe de personnes qui va dire « Ah, et si je peux traduire pour vous, si vous voulez, de manière assez organique. J'adore. Donc, votre inspiration, elle provient de votre expérience au sein de cette petite poche autochtone dans la zone des Andes.
Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de ce qui vous a inspiré pour Rita, cette alliance commerciale et l'objectif de ce commerce international et régional? Pourquoi est-ce que vous vous êtes réunis pour servir le bien commun? Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur l'exemple de Goyaki et comment ça s'articule? Tout d'abord, je suis un petit investisseur dans une entreprise qui, pour moi, offrait une solution à un problème, la déforestation, ou du moins l'élimination de l'écosystème, des écosystèmes naturels. Le deuxième plus grand écosystème, la forêt tropique, il y a 7,8% de cette forêt qui persiste. Ça veut dire que les systèmes de vie de cet écosystème ont été réduits à cause de la déforestation et de la culture unique, à cause de notamment du soja, du blé en Argentine, au Brésil, etc. Donc Guayaki a été fondé par une personne argentine qui a dit que si ces cultures ont disparu, si ces forêts ont disparu, elles peuvent revenir. Et donc, il a commencé avec deux amis californiens. C'est une entreprise dont le but est de faire revenir la forêt, en fait, tout simplement, avec Yerba Mate. Est-ce que vous connaissez Yerba Mate? Levez la main si c'est le cas. Donc, c'est l'alternative au café, le maté. L'entreprise vous paye entre 40 à 60% plus, donc paye aux fournisseurs autochtones ou les coopératives des terres au Brésil, à partir du moment où ils récoltent les feuilles du maté à partir d'arbres déjà grands, qui sont déjà grands. Et donc, on boit énormément de maté, hein. On le boit dans ces petites coupes, on a des cérémonies, mais on peut le boire également dans le cadre d'une boisson qui peut être en concurrence directement avec Red Bull, puisque c'est une boisson énergisante. Merci. L'exemple de Goyaki, Pedro, nous montre bien comment on peut utiliser le commerce pour le bien commun. Mais je vois bien que ça peut s'étendre au commerce international. J'ai une question pour le public. Si vous pourriez répondre à cette question, ça nous aiderait énormément. N'hésitez pas à utiliser le lien Slido. On vous posera d'autres questions. Mais l'une des questions qui a été posée, c'est le bien commun et le commerce international sont-ils compatibles? Excellente question. C'est ce dont on vient de parler. Le commerce international et le commerce, c'est la raison pour laquelle on a commencé les échanges. Et l'objectif à la base, c'était la paix, l'établissement de la paix. Et c'était l'objectif principal. Et donc, le commerce international tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas d'objectif. Et dans toutes les discussions, on parle soit de commerce régulé, protégé ou commerce libre. Donc, l'idée que l'on voit dans les régions, d'ailleurs, et je reviendrai aux régions, mais la question, c'est comment améliorer et donner un objectif aux échanges commerciaux internationaux. Et ce qui a commencé à se passer dans le cas de Guayaki, bien sûr, c'est qu'on a fait de la régénération des forêts en Amérique. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé il y a 20 ans. Mais maintenant, ce qu'on observe, c'est l'émergence de régions qui ont du commerce, mais qui veulent être connues pour également faire le bien pour la planète et pour le monde. Donc imaginez être connecté au meilleur et au plus bénéfique pour le monde. Et pourquoi est-ce que ça doit se passer maintenant, Pedro? Vous l'avez dit, on a besoin de plus de régions, on a besoin de plus d'acteurs. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur cela? Alors, on le sait toutes et tous. On a 900 États-nations et
ça n'est pas suffisant la manière dont on s'est organisé pour donner satisfaction à tout le monde. Dans la partie nord du monde, dans l'hémisphère nord, on parle du climat, on parle de biodiversité, mais on parle également de la manière dont on peut réduire les égalités et comment réduire la pauvreté. L'égalité, c'est un problème international, c'est entre nous. Et ce qui a commencé à se passer, c'est que de plus en plus de régions ont commencé à dire « Écoutez, il faut qu'on se réorganise en interne, sur le terrain, pour le bien commun, pour le bien du monde. » Donc s'engager concrètement, comme par exemple à Mendoza, où on a le pacte pour le climat. Mais au-delà d'être uniquement signé par le gouvernement, donc les gouvernements municipaux et gouvernementaux, c'est signé par toutes les chambres du commerce et de l'industrie, avec l'exception bien sûr du pétrole et du gaz, mais avec également la signature des universités, avec également des gouvernements, des autorités municipales et régionales. Et ils ont le même niveau de système et de mécanisme de reddition des comptes mutuels. Et donc on voit ça, quand on voit ça et quand on voit également que ce sont des pionniers dans l'innovation économique, quand on voit que tous les gouvernements locaux, les gouvernements provinciaux adoptent des régimes d'achat durable. Ça veut dire que quand on veut vendre quelque chose au gouvernement, il faut être aligné avec les ODD, les objectifs de développement durable, ne serait-ce que pour être en mesure de fournir au gouvernement. Et en plus de ça, il faut créer un mécanisme pour les groupes multi-partites et multi-idéologies, gauche et droite, donc, pour surmonter la polarisation. Ça veut dire qu'on doit vraiment avoir cette convergence et ainsi faire prévaloir l'unité, et on peut vraiment s'améliorer au niveau régional. Donc comment est-ce qu'on réussit à récompenser ces régions? Eh bien grâce aux autres régions, parce que ainsi on peut avoir la même identité. En Europe du Nord, on a peut-être, vous vous souvenez peut-être de Hans Salik, la Ligue ville à ville. Et c'est quelque chose que l'on observe comme étant une combinaison de ligue ville à ville. Et ces régions peuvent avoir le même type d'image de marque et la possibilité de s'identifier entre elles, parce qu'il y a des conditions minimum de vérification. J'aimerais rentrer dans le détail de certains exemples et on va y arriver dans une minute, mais j'adore ce que vous dites sur le fait de récompenser les entreprises sur la base de leur évaluation d'impact. Alors moi, je le vois dans ma ville, à Calgary. Je vois que notre ville a mis en place des standards, des normes et récompense des entreprises, notamment si elles ont par exemple, si c'est un gestionnaire autochtone, ils ont une notation plus élevée pour ces entreprises. Et donc, je vois la différence. Mais je entends également ce que vous dites sur ces régions qui ont ces points communs, même vous-même. Et moi, d'ailleurs, vous venez de Patagonie, moi, je viens des montagnes Rocky au Canada. On a des points communs, ne serait-ce que dans notre mentalité, dans notre région géographique. Et donc, on arrive à trouver des points communs. Et c'est intéressant. Mais j'entends ce que vous dites sur le fait que les régions peuvent surmonter la polarisation. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question un petit peu provocante. Moi, dans mon pays, au Canada, on a cette polarisation. Notre système politique est très clivé. On voit de plus en plus des gens qui sont... Il y a de plus en plus de populisme, de clivage politique. Comment percevez-vous cela? Comment peut-on surmonter ces problématiques grâce au fait de connecter les régions et les territoires entre eux? La façon la plus puissante de lier des connexions communicatives, c'est le commerce. C'est là où il y a le plus grand nombre de décisions faites quotidiennement dans les échanges commerciaux internationaux. Vous achetez un billet, etc. On fait du commerce tout le temps. Et donc, c'est un élément qu'on peut identifier et qu'on peut voir d'une région à une autre.
quand vous regardez comment les gens au nord de Rio font, finalement, vous faites pratiquement la même chose chez vous. Ils ont les mêmes aspirations. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et tout à coup, des gens de Melbourne, en Australie, pourquoi, avec les Mendocinos, qui entrent en communication avec des gens de Melbourne, pourquoi ils le feraient? Mais ça marche. Des groupes commencent à entrer en communication entre eux dans des régions différentes, alors qu'ils étaient en concurrence les uns avec les autres pour la gestion de l'eau, pour le vin. Est-ce que c'est la raison qui nous ferait ne pas être ensemble, alors que nous pourrions travailler ensemble du coup? Et en Ombrie, en Italie, ils sont très proches de la Toscane. Donc, cette logique a inspiré les plus hautes vallées du Tibre d'entrer dans une organisation pour notre journée à Tiberina, de promouvoir l'intégration de toute la vallée pour la régénération. Et les villes de plusieurs régions commencent à viser le même objectif de faire du bien pour le monde. De faire du bien pour le monde. En faisant du bien pour le monde, vous vous ferez du bien vous-même. Il n'y a pas besoin de séparer. Ça fait du bien aux affaires, aux activités. Ce que j'entends, c'est que vous dites qu'ils partagent le même but, mais bon, c'est bien, mais vous n'allez peut-être pas partager l'idée d'aller chercher un café, mais je pense que peu importe l'endroit, quand vous décidez que vous voulez avoir un levier économique pour encourager l'activité, ce serait bien. Parlez-moi de Mendoza, parce que je veux savoir comment est-ce qu'ils ont commencé à avoir ces conversations là-bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé les mécanismes des hubs d'innovation technologique, où vous avez les pauvres et les riches, le nord et le sud. Tout le monde était mélangé ensemble. Et ils étaient ceux qui ont préparé le premier jet d'un régime d'approvisionnement qui a été montré aux parlements régionaux. Au niveau local, les enfants allaient à l'école ensemble. En tant qu'adultes, vous jouez au football ensemble. Donc, il n'y a pas de droite ni de gauche quand vous faites partie d'une équipe de football. C'est comme ça que la confiance se crée. Et ce sens d'appartenance et de convergence est important. À Mendoza, ce qui s'est passé a été une source d'inspiration. On a les tables rondes pour l'impact de l'économie avec les universités, toutes les organisations BIRCOP. Et vous avez des gens de tous les milieux, de droite ou de gauche, qui se respectent mutuellement. On recrée une culture qui produit de la valeur à son tour. Et ça, c'est quelque chose qui va faire écho dans le monde entier. Qui veut être séparé, être seul? Qui adore la polarisation dans ce monde? Levez la main si vous voulez être polarisé. Personne n'a envie de ça. Personne. Personne n'aime la polarisation en tant qu'être humain. Je ne veux pas être coupé en deux. Je veux être un. Et en Amérique du Sud, on fait référence à Dopa Pamagu, un dieu inca qui a été arraché en deux. Mais personne ne veut être divisé en deux. Pourquoi est-ce qu'on devrait être divisé en deux en tant que humanité? Est-ce qu'ils suivent toujours les mêmes principes? Le principe de poser ces questions et laissant le temps à ces questions d'être débattues. À Mendoza, ce qui s'est passé, c'est que pendant 18 mois, tout le monde, les leaders de tous les secteurs, les prisons, les hôpitaux,
les affaires, petits, grands, moyens, quelques très grosses entreprises, le monde des investissements, les gens du marketing, tout le monde venait de l'initiative Mendoza peut être. Et Leonardo et l'un des membres de nos villes peuvent être, qui a commencé à Rio de Janeiro. Les gens de Mendoza rencontrant les gens de Rio. Et pendant 18 mois, les questions pour devenir un B Corp ou pour envisager la taille de l'activité qui était à prendre en considération. Cette évaluation d'activité a été soumise à chacun. Des questions quant à comment vous vous tenez avec vos fournisseurs, vos clients, vos collaborateurs. Il y a eu des questions qui étaient très difficiles. Ça, c'est resté dans la tête des gens qui géraient les provinces. La plupart des acteurs dans les provinces se sont rendus compte qu'il y avait un nouvel endroit pour créer des solutions publiques qui étaient le résultat des activités qui étaient conduites. Et cette fois, c'était, en fait, on peut tous être innovateurs des organisations d'activités pour le marché, donner des chiffres en ce qui concerne le marché, en travaillant avec les équipes de droite et de gauche, en travaillant avec le P national. Vous avez et c'est ce qui a créé l'université nationale où 80% des professionnels ont leur diplôme et ont un gros impact parce que vous avez des tonnes d'entreprises qui suivent ce mouvement. Et quand vous avez commencé à penser à quelqu'un en vous disant bah oui d'accord tu es à gauche mais ça n'a pas d'importance, il y a une énergie tout à fait différente qui prend naissance. Ça se passe pas à cause de nous, c'est parce qu'il faut que nous nous retrouvions ensemble et que nous faisions des affaires avec ceux qui ressentent cette même chose. Et c'est ce qu'on a pu faire avec les régions, les villes, les départements, les comtés des petits pays. Vous avez ce sentiment d'appartement quand vous commercez avec les gens, vous utilisez votre créativité, votre confiance, vos valeurs, et ça se permute d'une région à une autre. Et c'est un système qui est en essence, qui est en création. Donc, ça va avoir un impact de commerce sur les régions en co-créant ensemble, en créant des marques qui vont soutenir la région, en créant des vérifications, des normes qui seront à respecter, en créant des systèmes, des plateformes technologiques pour les régions, pour qu'elles réunissent tous ces acteurs qui viennent de plusieurs domaines, pour que ces acteurs puissent se rencontrer avec la région, mais aussi d'offrir d'autres possibilités à d'autres régions qui voudraient rejoindre le navire. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu comme étant quelque chose de naturel, mais avec mes entreprises, j'ai cherché des gens qui partageaient les mêmes valeurs. Et en fait, c'est comme ça que vous avez les meilleurs partenariats, les meilleurs résultats, peu importe où ils sont situés, mais vous partagez ces valeurs ensemble et c'est ce qui motive les gens. Et vous trouvez les gens qui partagent les mêmes valeurs et donc ça contribue à ajouter un peu de carburant quelque part.
Est-ce que vous pouvez, la technique, mettre le Slido en marche pour que les gens puissent poser leurs questions? Pedro, quels sont les succès que vous avez eus? Vous avez parlé de Mendoza, l'Uruguay, la vallée nord du Tibre. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec Rita? C'est quelque chose qui a à faire avec moi et je déteste dire ça, mais le succès ne dépend pas de moi. Ce qui se passe, c'est que les gens d'Amoca, qui est un B Corp, qui est une société de produits en Toscane et en Ombrie, ils se sont rencontrés avec les gens du nord de la vallée qui sont dans l'état de Rio. Et du côté brésilien, ils avaient besoin de régénérer la forêt d'une façon qualitative. Et ce qui s'est passé, c'est que ces Italiens avaient besoin d'acédola, une petite baie. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est un investissement dans la cerise de Barbade qui est très riche en vitamine C. Et ils ont investi dans la région de Fulminès qui a travaillé avec Madefrutos. Ils ont eu un accord signé pour acheter leur production. C'est un accord à long terme. C'est la production qui est liée aux besoins de ce produit pour fabriquer des médicaments ou des produits de santé. Et en même temps, ça a contribué à l'expansion et au retour à la nature de la forêt. Donc, c'est une production qui a contribué à la régénération de qualité de la forêt dont ils avaient besoin au Brésil. Donc, ça régénérait l'écosystème. Mais en même temps, je ne sais pas si vous pouvez labelliser ça comme un succès, mais il faut qu'on élimine le carbone. Les normes sont très strictes dans ces sociétés. C'est zéro carbone. Donc, il y a beaucoup de normes à respecter. Il y a encore des choses à faire, mais le système fonctionne. Ça a commencé avec un exemple et puis le train avance. En ce qui concerne l'activité du vin, est-ce que vous avez des exemples peut-être? La production régénérative de vin, c'est bio et vous régénérez les sols en plus. Vous augmentez la biodiversité, vous protégez l'eau. Vous avez aussi une production de bière régénérative aussi. Tout ça, c'est fait à Mendoza. Mendoza, c'est l'une des grandes régions viticoles. Vous avez peut-être entendu parler de Malbec. Oui, c'est l'un de mes vins favoris. Je sais qu'il est en concurrence avec le vin français, mais il est bon, hein? Il y a un bon mouvement qui fait bouger les vins argentins. Il y a eu une évaluation d'impact à certaines périodes et ils innovent la façon dont ils font leurs produits. Et à Mendoza, on a un nouveau secteur qui va au-delà du vin biologique, qui est le vin régénératif. Et ils mesurent encore le nombre d'espèces, etc. C'est très détaillé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une activité à Pretoria, en Afrique du Sud, et on s'est rencontré avec des gens, des producteurs de vin sud-africains. Et donc, ils étaient vraiment impliqués à cause du but final. Au lieu de continuer à être en concurrence avec les vins argentés, c'est ce qui se passe dans le commerce. Si moi, je ne survis pas, tu ne survivras pas non plus. Donc, j'ai parlé à des amis américains et on les respecte. Mais ce que je vois, c'est que c'est une logique qui
au long terme, n'amènera à rien parce que vous construisez des murs alors que vous êtes interdépendants. Nos vies aux uns et aux autres dépendent du service que vous fournissez de l'autre côté. Donc, avec les Sud-Africains, on a eu une conversation qui a commencé par dire on ne va pas entrer en concurrence. On ne va pas entrer en compétition. On va être en compétition, mais pour le monde. Et si on partageait des salons, par exemple, si on était sur des salons ensemble et que ensemble on parlait du vin régénérant. Donc cette production de vin régénérative est bonne pour le monde entier, même si ça a commencé en Argentine et en Afrique du Sud. Vous partagez, même pour les salons, vous partagez le coût de votre stand, etc. Et il y a un marché pour ce vin régénératif et il y a beaucoup de régions qui le produisent. Maintenant, j'ai une autre question de l'auditoire. Merci pour vos questions. Vous pouvez aussi télécharger une question si vous l'aimez. L'impact des projets à impact ont des difficultés à s'épanouir. Quelles sont vos stratégies pour vous assurer que les innovations locales voient le jour? On n'a pas de stratégie. Encore une fois, mon expérience à Guayaquil en tant qu'investisseur dépend de comment vous faites pour devenir l'exemple du monde que vous voulez créer. Donc, à Yaqui, on partage nos différentes productions et elles ont été imitées par 80% des entreprises de la région. Une société peut avoir un impact rien qu'avec ses valeurs de base et son identité et peut impacter d'autres entreprises. Donc, il faut que vous choisissiez, que vous identifiez l'expérience d'autres sur un marché qui est similaire au vôtre et vous unir à ce moment-là pour trouver des façons de diminuer, par exemple, ne serait-ce que le coût de la publicité. On ne fait pas de publicité comme les autres sociétés le font. Vous innovez votre organisation d'activité et donc vous pouvez à ce moment-là diminuer les coûts. Quand vous avez une société qui va voir d'autres sociétés ensuite, puis vous allez vous étendre à un niveau d'un secteur et donc vous aurez une voix collective et cette voix collective a vraiment un grand pouvoir dans le monde. Donc aider ces sociétés semble important, mais vous partagez vos expériences. Vous avez partagé avec vous une expérience de basque du marché là-bas parce que c'est quelque chose qui est très local, très régional, particulier à cet espace, mais ça a donné une idée à d'autres. J'aime bien écouter les histoires et les répercuter ailleurs, les répéter ailleurs. En fait, on raconte des histoires finalement. On aime tous raconter des histoires. En tant que commercial, c'est votre racine. Et donc, vous avez à ce moment-là cette histoire qui passe d'une région à un autre. Aujourd'hui, on a besoin de systèmes. Mais ce qui s'est fait, c'est que on a des ateliers pour le potentiel de commerce dans l'Aragon et dans la région du Pays Basque. On a des gens de Pouscoa, près de Saint-Sébastien, qui nous ont montré un projet incroyable avec un impact qui est d'un centre commercial totalement circulaire, un centre commercial qui est avec une économie circulaire, zéro carbone. Et c'est intéressant comme exemple. Et ils avaient l'alimentaire, le textile et les meubles.
C'est un énorme centre commercial. Et sa construction va commencer en janvier et je pense que ça va se terminer en 2026, je pense. Mais ce qui est unique, c'est que ça intègre l'opportunité d'éduquer le consommateur. C'est un énorme centre commercial avec toutes les marques que vous connaissez. C'est comme n'importe quel autre centre commercial. Ce n'est pas pour les entrepreneurs sociaux. Ça peut les inclure, mais ça n'est pas limité à ça. Et donc, ça va peut-être être le premier du genre en Europe. Donc, imaginez ce que j'ai fait. À ce même moment, j'ai pris les photos d'exemple des allées et je l'ai envoyé à mes amis en Amérique latine en disant « Hey !» avec leur autorisation, bien sûr. Et j'aurais dit, mais ça, c'est énorme. C'est une énorme apparition pour ceux qui créent des centres commerciaux. Et tout le monde veut être un pionnier dans l'affaire. Donc, imaginez les centres commerciaux où vous avez l'expérience. Peut-être de faire vos courses, peut-être vous ne les faites pas, mais vous faites partie d'une expérience pédagogique avec votre famille et vous pouvez en parler à d'autres. Et donc, pour leur dire ce que vous avez appris à propos d'une marque ou d'une autre. Et donc, ça fait partie de ce qu'on vous voudrait encourager à faire. Et je pense que ça vous donne l'idée que et je parle en notre nom à tous. On a une responsabilité aussi à partager ces idées-là. On ne peut pas juste se reposer sur Rita pour aider à mettre ça en place. On partage des exemples, on fait l'expérience de quelque chose et on partage cette expérience. Comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai une autre question de l'auditoire, du public. Les Européens pensent qu'ils sont coincés dans les normes et les réglementations qui bloquent les initiatives pour le bien commun. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Comment est-ce qu'on fait face aux problèmes des réglementations qui peuvent nous freiner pour en arriver à pouvoir utiliser ces initiatives pour le bien mondial? Vous avez le Mercosur et l'Union européenne qui créent beaucoup de problèmes avec les agriculteurs français et je comprends ça. La concurrence doit être la même chez tous les participants, mais il faut qu'on puisse se comprendre les uns les autres parce que nous faisons partie du même monde. Et dans ces 4 pays, vous avez des gens qui font la régénération qui va au-delà des normes européennes et qui ont des standards, des normes, au-delà de celles des normes françaises. Si vous restez au niveau national, vous n'allez pas comprendre l'autre parce qu'on simplifie la relation et on la complexifie. Si vous allez plus bas, si vous allez par exemple avec des pays plus petits comme l'Uruguay ou différentes régions d'Amérique du Sud, on peut se parler et construire la confiance pour trouver ensemble la solution. Et je pense que ce que les régions peuvent faire, c'est encourager la production de ces activités en pratique. Ils peuvent devenir un relais de la connaissance de ces opérations sur le terrain. On crée la confiance entre les fournisseurs et les acheteurs. Mais ça ne va pas que dans une direction, ça marche dans les deux sens. Donc, certaines entreprises vont décider qu'elles peuvent fournir un produit à une entreprise. La batterie, par exemple, va être produite ici et pas ailleurs. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir une relation
entre personnes et de devenir des partenaires. Et c'est comme ça que nous commençons à nous comprendre. Parce que si vous allez à un niveau au-dessus, c'est trop distant et ça ne vous permet pas de comprendre le monde. Si vous avez entre des régions industrielles et commerciales, vous avez les mêmes buts, les mêmes barrières, etc. Donc, il faut communiquer. Il y a une autre question pour laquelle nous n'aurons pas le temps, mais je voudrais vous la poser, qui est cette idée que le commerce peut être lié au capitalisme très étroitement. Et il y a une question, est-ce que c'est constant? Est-ce que ça va avec le bien commun? Vous avez cette idée de il faut qu'on se rassemble d'abord, il faut qu'on ait ces conversations d'abord. Et c'est grâce à ces conversations, en vous posant ces questions difficiles, que vous pourrez faire face à cette question difficile aussi. Comment est-ce que le bien commun soit le numéro 1 dans notre esprit? Ça sera la dernière possibilité pour vous. Comment est-ce que les gens s'informent sur RITA? Dites-nous comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles sont vos recommandations pour leur implication dans RITA? D'abord, il faut être organisé en groupe, en organisation, n'importe où dans le monde. Réseau Alliance, par exemple, il y a leur équivalent qui sont entrés en communication avec d'autres partenaires dans le monde entier. Donc, ce sont eux qui vont promouvoir ce changement. Et vous pouvez donc rejoindre ces réseaux-là dans votre propre région. C'est une piste qu'on explore ensemble. Personne ne sait si ça va réussir ou pas, mais le capitalisme, la façon dont nous l'avons vu, ne fonctionne plus. Il faut qu'on change, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on ramène quelque chose d'autre dans le système. Le commerce international qu'on voit aujourd'hui n'est pas utile pour l'humanité ni la planète. Donc, il faut qu'on change, qu'on s'améliore. Il faut qu'on change les projets commerciaux. Il faut qu'on les partage davantage. Il y a tellement de choses qu'on peut partager et c'est le moment de changer nos relations. Mais on fait partie de la même planète. On a une unité qu'on partage et on a une destinée qu'on partage aussi. Et je pense que c'est le moment de nous rassembler avec tout notre potentiel et notre puissance pour échanger dans un nouveau commerce. Merci Pedro. Merci de partager votre point de vue. Merci à vous pour votre temps et vos questions. Vous avez beaucoup emmené chez vous. Applaudissements pour Pedro. Merci beaucoup.